Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Comme chaque dimanche, c'est le moment de retrouver votre rendez-vous économique. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Maxime. Au programme d'Osez entreprendre ce matin. Eh bien, comment une entreprise centenaire comme Leroy Merlin a réussi à transformer le bricolage en projet de société et à rester leader dans un monde qui change vite. Et on va aussi parler d'un sujet qui nous concerne tous, ce que l'on met dans nos assiettes. Mange-t-on mal par choix ou parce que le système nous y pousse? Avec Alexis Vaillant, fondateur d'Alter Food, on va bousculer quelques idées reçues sur la malbouffe et l'alimentation saine. Et du coup, est-ce que le business alimentaire est encore porteur et profitable pour les entrepreneurs? Et puis un mot qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques mois, quelques années, mais qui peut vite devenir toxique, la bienveillance en entreprise. Trop de gentillesse peut-elle créer de l'injustice, du non-dit, voire de la violence invisible? On y répond avec Jean-François Faure, entrepreneur, investisseur et consultant pour Oser entreprendre. Éco-réseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Pour commencer, mon cher Thomas, on va parler aujourd'hui d'une entreprise centenaire qui a changé véritablement la manière dont les Français bricolent, aménagent et imaginent leur maison. Et on parle bien sûr de la fameuse entreprise Leroy Merlin. Oui Maxime, c'est une entreprise qui est née en 1924, presque par hasard dans le Pas-de-Calais. À l'origine, ce n'était qu'un petit commerce de surplus américain fondé par un jeune couple, Adolphe Leroy et Rose Merlin. Ils vendaient de tout, bâches, vaisselle, bois de charpente, mais surtout, ils ont eu l'intuition qu'un jour, les Français voudraient pouvoir construire, réparer et décorer eux-mêmes leur chez-soi. Et précisément, comment on passe de ce modeste magasin à une enseigne leader de l'habitat aujourd'hui? Eh bien, par étapes. D'abord, l'enseigne se développe doucement sous le nom de Stock Américain. Mais le vrai tournant, c'est dans les années 80, quand la famille Mullier, celle du groupe Auchan, rachète l'entreprise. Leroy Merlin devient alors une locomotive du bricolage en France. La marque s'exporte dans plus de 15 pays. C'est simple, en France, 9 foyers sur 10 connaissent Leroy Merlin et la moitié y a déjà fait un achat. Et dans un marché en pleine mutation, on le sait, est-ce qu'elle arrive à garder sa place? Oui, et même à l'élargir. Leroy Merlin a compris que le bricolage n'est plus réservé aux initiés. Elle mise sur l'accompagnement, l'expérience client, mais aussi l'engagement, économie circulaire, produits éco-conçus, revente de matériel d'occasion, un bon mix entre utilité, proximité et durabilité. Et en 2023, l'enseigne fait encore parler d'elle en nommant à sa direction générale Agathe Monpeilly, tout juste âgée de 28 ans. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Oui, âgé de 28 ans, c'est pas mal pour diriger une boîte comme celle-ci. Je suis un peu à la bourre, moi, mon cher Thomas. Aujourd'hui, avec notre invité, c'est Alexis Vaillant, mon cher Thomas. Il est fondateur d'Alter Food, société créée en 2009 avec une ambition, celle de créer des produits alimentaires sains et traçables en bousculant les codes traditionnels de l'alimentation. Bonjour Alexis Vaillant. Bonjour. Est-ce qu'on mange mal parce qu'on manque d'informations ou tout simplement parce que le système alimentaire nous pousse à manger mal aujourd'hui? On mange mal par manque de culture et souvent par manque de moyens. Je pense que c'est le rôle d'entreprises comme la nôtre d'essayer de pousser les gens à changer leur manière de s'alimenter. Mais selon vous, qui sont les responsables de cette malbouffe qu'on décrit un peu souvent? C'est l'industrie, la distribution, les pouvoirs publics ou tout simplement nous-mêmes? Tout le monde. Tout le monde? Il y a des responsables et des coupables quand même dans l'histoire. Je pense que tout le monde a un rôle à jouer, les pouvoirs publics, au niveau de l'éducation, notamment au niveau de faire évoluer les lois. On l'a vu là dernièrement avec les taxes sur le sucre qui engagent énormément les industriels à changer les formulations, par exemple, de leur boissons et de mettre moins de sucre dans les produits. Je pense que ce sont des choses qui sont importantes. Les parents aussi, parce que il faut éduquer, il faut apprendre. Les industriels, bien évidemment, puisque on hérite de dérives des années 60, 70, 80 qui changent difficilement. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de nouvelles entreprises arriver sur le marché, de jeunes entreprises qui essayent de ce qu'on dit un peu de manière gargarisée, disons disrupter le marché, en tout cas changer la manière dont on va s'alimenter et les produits qu'on va proposer. Alors Alexis Vaillant, manger sain c'est cher, c'est un mythe ou c'est une réalité concrètement?
C'est un mythe. Je pense que manger sain, c'est avant tout une volonté. C'est la nécessité, à un moment donné, de se poser les bonnes questions, notamment par rapport à sa santé. On peut manger sain sans que ça coûte cher. Il suffit de pas aller à la facilité. Après, bien évidemment, si on veut manger sain, bio, traçable, il faut allouer un peu plus de son budget à l'alimentation. Et je pense aussi que c'est une problématique de nos sociétés, c'est que la part du budget d'alimentation dans le budget des Français a diminué d'année en année. On a de plus en plus de loisirs, d'abonnements qu'on a envie de prendre, et je pense que c'est important de remettre l'alimentation au centre de ses préoccupations. Ce que vous dites, c'est que les arbitrages vont en défaveur d'une bonne alimentation ? Bien entendu. Alors vous avez parlé du bio il y a un instant. Est-ce que c'est encore une solution crédible ou c'est en train de devenir un simple label marketing ? C'est absolument pas un label marketing, c'est une réelle solution crédible. C'est le seul label qui garantit aux Français d'avoir une alimentation sans pesticides de synthèse. Et je pense que vous et moi, comme nous tous, on n'a pas du tout envie d'avoir une alimentation qui est pétrie de pesticides. Après, il ne faut pas être dogmatique, il faut aussi savoir accompagner les différentes industries, les agriculteurs, à changer les méthodes. Il n'y a pas que le bio, mais aujourd'hui, le bio est un label qui donne une garantie aux consommateurs et qui est contrôlé, affiché sur les emballages et connu de tous. Alors on va s'intéresser à vous, Alexis Vaillant. Vous êtes effectivement le fondateur d'Alter Food. Vous proposez quoi dans votre entreprise, justement, en alternative ? Alors nous, dans notre entreprise, on est sur plusieurs catégories. On est sur les boissons. Donc par exemple, on va travailler des sodas comme cette marque Limo, où on va mettre aucune substance controversée, moins de sucre dans le produit. L'idée, c'est toujours de se dire, quand on prend un packaging et qu'on lit derrière, il ne faut pas un diplôme de physique-chimie pour comprendre ce qui est écrit. Et donc qu'on puisse parler à un enfant comme à vous, qui peut-être ne connaissait pas l'intégralité des problématiques physiques. Et on propose également, on travaille également sur les soupes. On a une marque de soupe qui s'appelle Marcel Bio, qui est une marque de soupe qui est très engagée. On a d'ailleurs repris notre unité de fabrication en Provence dernièrement, et on crée des écosystèmes assez vertueux avec cette idée de toujours sourcer les légumes au plus proche de l'usine, mettre le plus de légumes possible dans nos soupes avec une idée très simple. C'est une soupe comme si vous la faisiez à la maison, sauf que quand vous n'avez pas le temps de la faire à la maison, vous achetez Marcel Bio. Alors, justement, pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr ou qui reverront cette émission en différé, vous pouvez voir effectivement les produits, parce que vous êtes venu avec certains produits que vous avez devant vous. Les hameaux, c'est comme ça qu'on le prononce ? Les hameaux, Limo, je laisse chacun s'accaparer la marque. C'est vrai que quand je l'ai créé, c'était une contraction de limonade, un peu un anglicisme. Et puis, on a exporté dans pas mal de pays, notamment en Grèce, en Italie, et les Grecs me disaient I love les hameaux, et je trouvais ça très intéressant, et donc je laisse tout à chacun de choisir le nom. On l'appelle Limo chez nous. Et également des soupes en bouteille qu'on voit également devant vous. Alexis Vaillant, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de vendre un produit sain qu'un produit ultra transformé ? Oui, regardons le côté entrepreneurial. Oui, c'est beau. Enfin, disons que c'est plus difficile. C'est difficile parce que parfois le prix est effectivement un tout petit peu plus élevé, parce que par exemple une soupe comme vous avez devant vous, on la trouve en hypermarché, c'est bien ça ? La trouve à quel prix à peu près ? On la trouve dans tous les supermarchés et hypermarchés de France, dans des prix qui varient entre 3,80 et 4,30. Il y a 2 bols et demi dans une soupe, donc on est plutôt destiné à des petites familles, à des urbains ou à des gens qui ont effectivement moins le temps de la préparer. On ne s'adresse pas à la famille de 2, 3, 4 enfants. Bien sûr. Oui, donc c'est forcément un peu plus cher, donc ça s'adresse à une certaine catégorie de clientèle, celle qui a un pouvoir d'achat ou qui veut faire des arbitrages par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, en faveur de son alimentation. Ou qui a décidé effectivement de choisir. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. On voit aujourd'hui beaucoup ce que j'appelle la dichotomie du consommateur, c'est-à-dire que sur les médias sociaux, on a envie de plus de local, de plus de bio, de plus de bons produits, et puis finalement quand on est face à l'acte d'achat et dans le rayon, le prix reprend tout de suite le pouvoir. Et je pense que c'est important à un moment donné de se dire je vais mettre un tout petit peu plus de prix dans mon alimentation, parce que mon alimentation, c'est aussi ma santé. Alors vous avez lancé cette entreprise en 2009, vous avez maintenant le recul pour faire quand même un bilan après toutes ces années.
Si vous deviez recommencer Alterfood aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que vous referiez différemment? C'est toujours un conseil qu'on essaie de faire donner à nos invités, aux entrepreneurs qui nous écoutent. Il y a certainement énormément de choses que je ferais différemment. Mais est-ce qu'il y en a une qui sort? Je pense que je fais partie de cette culture qui apprend en faisant. Donc peut-être que j'aurais pris le temps de plus apprendre avant de faire. Mais une chose est sûre, je suis très fier de ce qu'on a fait. Je suis très fier du parcours de l'entreprise, même s'il est évidemment pas après 15 ans au niveau où il aimerait qu'elle soit. Mais il est évident qu'on ressent en tout cas une chose aujourd'hui, c'est que le marché est en train de changer, le marché est en train de bouger, et on était peut-être trop précurseurs il y a 15 ans, et je pense qu'aujourd'hui, le moment est bon pour faire en sorte que les Français changent leurs habitudes de consommation. C'est une préoccupation que les Français ont aujourd'hui, hein, plus qu'il y a 15 ans en arrière. On le ressent, c'est une préoccupation des Français, c'est une préoccupation des distributeurs aussi, on le sent de plus en plus que les grands distributeurs veulent mettre en avant des produits engagés, même si ils ne peuvent pas se passer d'un Nutella, d'un Coca-Cola, qui sont toujours les leaders des catégories. On ressent quand même une vraie volonté, particulièrement dans les magasins au niveau local, de promouvoir des bons produits, des produits plus sains, des produits français. C'est aussi ça qui est important. Il y a un vrai enjeu de souveraineté agroalimentaire dans notre pays, et il faut la défendre à travers de bons produits. Merci à vous. Merci beaucoup Alexis Vaillant d'être passé du côté d'Oser Entreprendre, et je rappelle que vous êtes le fondateur, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, d'Alterfood. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Pour conclure ce volet d'Oser Entreprendre, mon cher Thomas, nous sommes ce matin avec Jean-François Faure, qui est entrepreneur, investisseur et consultant pour Oser Entreprendre. Et on va parler d'un sujet qui fait, mais alors, consensus en surface, mais qui peut faire des dégâts en profondeur. C'est la fameuse bienveillance en entreprise. C'est pas avec moi que ça va marcher, ça. Tout le monde en parle, tout le monde en veut. Mais au fond, est-ce qu'on sait encore ce que ça veut dire, la bienveillance dans le monde de l'entreprise? Ah oui, Maxime. Jean-François, justement, voulait nous parler de ça ce matin, parce que vous dites, Jean-François, que la bienveillance, mal comprise, peut devenir carrément toxique, vous. Mais oui Thomas, parce qu'on confond souvent bienveillance et éviter les vagues. Mais la vraie bienveillance, ce n'est pas de faire plaisir à tout le monde, c'est de savoir dire les choses difficiles sans lâcheté, sans abîmer les personnes. Et le piège, c'est de vouloir ménager les égos au point de ne plus trancher, laisser traîner les tensions et finalement devenir injuste avec ceux qui ont fait correctement leur travail. Donc une entreprise dite trop gentille devient parfois injuste, c'est exactement, exactement. Et le pire, c'est qu'on croit bien faire, on croit protéger les gens en évitant les tensions. Mais en réalité, on crée de la frustration invisible. Alors on surcharge ceux qui tiennent la barre parce qu'on ne veut pas recadrer ceux qui dérivent. On freine ceux qui veulent avancer parce qu'on a peur de créer des différences de traitement. Et on finit par cultiver une forme d'ambiguïté permanente sur les rôles, les règles, les priorités. Résultat, plus personne ne sait vraiment ce qui est attendu ni ce qui est acceptable. Et il y a des entreprises qui instrumentalisent la bienveillance aussi, d'après vous? Ben oui, clairement, c'est un angle bien plus insidieux. Quand une entreprise dit « ici on est une famille, tu peux tout dire », mais qu'en réalité il n'y a pas de droit au désaccord, alors que ce n'est plus de la bienveillance, c'est une forme de contrôle émotionnel. Allez, un exemple pour nous aider. Bon, alors histoire de rigoler, ça me fait penser au film La Plage avec Leonardo DiCaprio. Au début, tout semble parfait, un paradis, une communauté idéale, une ambiance cool. Et puis on comprend que c'est une dictature douce. Tout le monde doit penser pareil, sourire pareil, rester dans le récit collectif. Le conflit est interdit, donc il devient souterrain. Mais c'est pareil dans toutes les entreprises, après vous, Jean-François ? Alors, heureusement pas dans toutes, mais dans certaines entreprises, clairement, c'est pareil. On exige la positivité, l'engagement, l'esprit d'équipe, mais les signaux faibles ne sont pas écoutés. Et celui qui exprime un malaise devient vite le problème. Et parfois, partir devient même culpabilisant, comme si quitter l'entreprise, c'était trahir la famille. Là, la bienveillance ne protège plus les individus, elle protège l'organisation. Alors, ce qui veut dire, si je vous ai bien compris, que la vraie bienveillance, c'est pas une émotion, mais une responsabilité. Définitivement, car derrière un climat trop lisse, c'est parfois une vraie violence invisible qui s'installe. Quand on ne peut plus rien dire, on finit par ne plus rien penser. Merci Jean-François. Bon, ça, vous avez entendu, donc la bienveillance avec parcimonie, donc comme on dit, surtout dans l'entreprise. Thomas, le temps de se reprendre un café, on revient dans une poignée de secondes avec Oser Investir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.